Voilà, eh bien, bonjour Cécile. On s'est rencontrés dans le cadre de la foire du 11 novembre à Revel-Tourdan, sur notre stand des éco-citoyens. Et lors de cette rencontre, vous m'aviez effectivement interpellée parce que vous m'avez parlé de vos choix de vie, votre organisation matérielle autour des questions environnementales, des choix voilà, que nous faisons plus ou moins tous dans nos familles. Et nous, c'est plutôt plus que moi. Voilà, et c'est ce que j'avais cru comprendre, que vous étiez en route depuis déjà longtemps. Presque 20 ans, oui. Oui. Alors, est-ce que justement, vous pouvez me parler de cet engagement qui est le vôtre? Et à la base, comment ça a commencé, cette sensibilité à l'environnement et au fait que finalement, ça commence à la maison, ça commence au cœur de la famille? La sensibilité, elle est venue que je suis de formation horticole. Donc j'ai travaillé en serre il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Et là, on n'était pas du tout dans l'écologie, on était dans les traitements phytosanitaires, chimiques à fond. Et ça nous a sensibilisés quand même, de respirer des choses comme ça. Et au quotidien en fait. Et donc nous, on n'a pas voulu vivre comme ça, en pensant bien sûr que c'est pas terrible, déjà l'odeur. Oui. Avant de parler... Alors c'était où ça? J'ai travaillé dans une entreprise à côté de Bourg-en-Bresse. D'accord. Qui est une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc engrais chimiques. Engrais chimiques, pesticides, fongicides, tout bien quoi. Voilà, tout bien. Je vais traiter, va chercher tes plantes, mais on traite le lundi matin en arrivant et dès que c'est sec, on y retourne quoi. On cherche pas à comprendre. Donc ça, c'était... Non, avec du recul, c'est inconscient. Et puis ceux qui traitaient sans masque. Sans combinaison, fumer en même temps pour certains. Eh ben oui, quitte à faire, on en rajoute un petit peu. La totale, quoi. On ne se change pas, on ne se douche pas après, enfin voilà. N'importe qui pouvait traiter, avait accès aux produits, enfin voilà, c'était... Et moi, quand j'ai fait mes études, on apprenait l'index phytosanitaire par cœur. D'accord. On va travailler avec cet outil qui est un catalogue de produits. Et savoir s'en servir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Donc, j'ai ce qui est aujourd'hui un bac pro production horticole. Oui. Production florale, plus précisément. Parce qu'aujourd'hui, le bac pro, il représente les fleurs et le maraîchage. Moi, je n'ai que les fleurs. À l'époque, c'était scindé. Et après, j'ai fait un BTS, technique et gestion des entreprises horticoles. Donc là, qui englobe la production et la vente. Vente, commercialisation des plantes, de tout ce qui est pépinière, maraîchage, production florale et arboriculture fruitière. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez eu envie de quitter ce milieu? J'ai quitté ce milieu par choix familial, parce que à l'époque, c'était pas le côté phytosanitaire qui nous avait interpellés, c'était la cadence de vie. Mener une carrière professionnelle et une vie familiale n'était pas possible. Donc on a fait le choix avec mon mari que je devienne assistante maternelle pour s'occuper des enfants. Et donc là on a commencé le jardin, l'élevage des poules par rapport aux enfants, bien manger, produire nous-mêmes, savoir que les carottes poussent dans la terre, les tomates sont des fruits, les salades c'est des feuilles. Voilà, pour les enfants, on a commencé comme ça. Et puis, on utilisait un petit peu de pesticides au départ, et puis on s'est très très vite rendu compte que l'équilibre se fait naturellement dans le jardin. Donc, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, on utilise 0 pesticides et 0 engrais chimiques. D'accord. Et quand vous dites l'équilibre se fait dans le jardin, est-ce que vous pouvez... oui, on a un petit peu de pucerons, on a un petit peu... voilà, ça marche pas toujours.
Mais l'équilibre se fait dans le sens où l'hiver, on va clôturer le potager, on va y mettre les poules. Oui. Les poules vont manger les graines des mauvaises herbes. Ouais. Elles vont éparpiller les tas de fumier, elles vont travailler et après c'est pareil, sur les patates on a un petit peu de dorifort, bah, on les ramasse, ça nourrit les poules. L'équilibre naturel se fait. Et se fait avec moins d'intervention humaine. Voilà, on fait attention de ne pas remettre les mêmes cultures au même endroit d'une année sur l'autre. Oui, pour favoriser l'enrichissement du sol. Bah, les plantes ne mangent pas forcément la même chose. Ouais. Donc, puis par rapport justement aux ravageurs aussi, s'ils viennent, ils vont peut-être plus attirés par une plante que l'autre. Donc si on met tout au même endroit, tous les ans, ils viennent au même endroit. Ils vont se développer au même endroit. Ils viennent au garde-manger. Voilà. D'accord. Donc vous avez petit à petit acquis sur le terrain, là c'est pour le cas. Ah bah là c'est sur le terrain, là c'est pas une expérience. Voilà. Et l'envie de finalement. Et puis l'envie de faire découvrir aux enfants et qui vivent comme quoi, qui vivent entre guillemets comme nous et la preuve ça a fonctionné. D'accord. Ça a fonctionné parce qu'ils sont la grande à son jardin. Oui. Ou alors à bien se servir là. Ouais. La deuxième vit en Suisse et bon, elle est écolo à fond, ils ont jusqu'au lombricomposteur dans l'appartement. Ah oui, d'accord. Mais bon, la Suisse, ils ont un mode de vie, déjà ils sont plus en avance. C'est vraiment différent. Culturellement, ça... Bah, culturellement, et puis le vélo est développé, ils ont les composts collectifs en ville, ils ont leurs sacs qu'ils emmènent, ce qu'ils ne peuvent pas mettre au lombricomposteur, parce que ça c'est plus exigeant le lombricomposteur. Ils vont le mettre dans le compost, comme nous on a nos bennes jaunes, nos bennes vertes et nos bennes bleues, ils ont la benne à compost. Même en ville, ils ont tout, donc c'est notre mode de vie. Et puis notre fils est agriculteur maintenant, parce qu'il élève des poissons. Il élève des poissons? Oui. Où ça? À Réaumont, entre Rive et Voiron. D'accord. Voilà, depuis 4 ans, il est là-bas, il rentre en tant qu'apprenti, stagiaire, apprenti, salarié et maintenant associé. D'accord. Et lui c'est pareil, ils sont pas en élevage bio parce que c'est compliqué, mais ils sont en élevage raisonné. Son rêve est de monter un potager solidaire. Enfin voilà, il est là-dedans aussi. Il est là-dedans. Il a sa butte de permaculture pour ses légumes. Voilà, donc c'est que ça a fonctionné aussi. Il voudrait avoir ses 2 poules. Voilà. D'accord. Donc effectivement, on peut dire que l'éducation, là, elle a donné petit à petit... puis même dans les enfants que j'ai gardés, ça a fonctionné aussi. Parce que nous, on n'a jamais caché que le poulet qui était là, c'était celui qui avait couru, qu'ils avaient vu courir. Était dans le jardin. On n'a jamais caché, même les lapins, on n'a jamais caché que les bébés lapins, on les mangerait. D'accord. Bon, après, on montre pas non plus la tuerie, machin, mais on leur a jamais caché. D'accord. Donc, finalement, c'est un engagement d'éco-citoyenne que vous avez. Oui. Au quotidien. Au quotidien, oui. Sans peut-être l'afficher, sans peut-être le revendiquer. Oui, parce que nous, on est à l'eau de pluie. Vous êtes à l'eau de pluie dans cette maison. Alors, décrivez-moi un petit peu. Pas dans la maison, mais pour tout le jardin, c'est de l'eau de pluie. D'accord. Tout ce qui est en dehors de la maison, maintenant, quand on a fait construire, on n'avait encore pas le droit. Ouais. Malheureusement. Ouais. Mais de tout ce qui est pour dehors, c'est 100% eau de pluie. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire dans la maison les aménagements qui sont faits ou qu'est-ce qui pourrait faire que cette maison... Les aménagements, on chauffe exclusivement au bois. Oui. De récupération. Oui. C'est-à-dire on récupère beaucoup de palettes. Palettes pour chauffer. D'accord. Des palettes perdues
on travaille avec une entreprise, on travaille entre guillemets, une entreprise nous dit j'ai des palettes que je vais devoir jeter, on va les couper. Et, vous les récupérez? On les récupère, on les coupe. Et ça fait votre boîte de chauffage? C'est notre boîte de chauffage principalement. D'accord. On a mis des panneaux solaires. Sur le toit de la maison? Sur le toit, pour l'eau chaude et l'électricité. Oui. Donc on récupère l'eau de pluie. Oui. On récupère la tonte de jardin. Oui. La tonte, on la fait sécher. On en fait sécher pour faire les litières des animaux. Et donc en début de saison, quand on n'a encore pas beaucoup de jardin à pailler, on fait sécher la tonte. On range en sac. Vous la faites sécher dans des sacs? On la fait sécher étendue sous le tunnel dans le jardin. Sous le tunnel. On fait sécher, on met en sac et ça fait la litière des animaux. Eh oui. Et c'est suffisant en termes d'absorption, en termes de... C'est comme de la paille, c'est comme du foin. Hein. Ça devient du foin. Bon, après, c'est un foin, c'est grand comme ça, tout petit, mais c'est pas grave. Et après, donc, dans la saison, on fait le paillage, ça sert au paillage du jardin. Et sous le tunnel, donc ça sèche dans l'été et on le récupère à l'automne quand on n'a plus rien sous le tunnel. On récupère et ça complète le paillage pour l'hiver, pour la litière des animaux. D'accord. Et après, ça repart au jardin au fumier. D'accord. Ah oui, donc c'est un cercle... On est en circuit fermé. Cercle vertueux, fermé, mais qui fonctionne. Quand vous parlez d'animaux, vous avez... Des poules. Des poules. Donc des poulets. Oui. Des canards. Oui. Des oies. Ah oui. Des dindes. On fait toutes nos volailles. D'accord. Bah là, on n'a plus rien, on n'a plus que des poules pondeuses l'hiver, mais au printemps, ça redémarre. Au printemps, on prend les canards, les oies en premier. Après, on a les poulets. Ouais. Quand on a supprimé les canards et les oies à l'automne, fin août, début septembre, on prend les dindes. Ouais. Et à côté de ça, on élève nos lapins. Donc là, c'est des naissances, les lapins. Ouais, ouais. C'est des bébés. Ah oui, donc du coup, ça vous fait un... Et tous ces animaux, ils mangent tous les déchets du jardin. Oui. On a 0 déchet. Oui, 0 déchet. Pas toutes les épluchures. Toutes les épluchures, repartent soit au lapin, soit à la volaille. Voilà. Suivant ce que c'est. Bien sûr. Oui, ben, mes parents avaient ça aussi, bien sûr. On a 0 déchet. Donc ça représente combien d'animaux en fait? Les canards, on en a une douzaine. Ah, quand même. Les oies, 3. Oui. Les dindes, 5. Et les poulets, une vingtaine. Et les lapins, ça dépend de ce qui veut bien être. D'accord. Entre 20 et 30 suivant les années. Waouh. D'accord. Donc vous avez la place là derrière. Oui. On a un HLM à lapins. D'accord. Qu'on a récupéré à droite à gauche. Mes parents, quand ils ont arrêté, ils nous ont donné leur clapier, puis on en a trouvé sur le bon coin. Oui, ça se trouve. On a trouvé. Donc on a un HLM à lapin. Donc vous n'achetez pas de viande, quasiment pas? On achète du bœuf dans l'élevage direct à la ferme. Viande rouge à la ferme. Voilà, c'est tout. Au niveau, donc au niveau alimentation, est-ce que vous êtes quasiment autonome? Pas en fromage, mais autrement, en légumes, on est autonome. En légumes et en viande. En viande, pratiquement autonome. Volaille blanche, ouais. Les œufs. Les œufs, on a ce qu'il faut, on a tout. Donc vous achetez le lait, la viande rouge. Et puis après, la farine, voilà, mais on favorise les circuits courts au maximum. D'accord. Mais on ne fait pas vivre les grandes surfaces. On n'est pas des bons clients. Vous n'êtes pas des bons clients. Donc actuellement, quel est votre métier? Donc je suis retournée à l'horticulture depuis maintenant, on va dire 3 ans. Parce que je suis retournée un peu à l'horticulture, j'ai été employée de maison et ça a mal fini. Et donc je suis revenue à l'horticulture. D'accord. Donc là par contre j'ai vu vraiment évoluer le métier entre il y a 25 ans et maintenant. Oui, d'accord. En bien, j'espère. Ah oui. Vraiment, il y a une grosse différence. Déjà maintenant on parle de bio. Production, label AB, qu'avant on n'en parlait pas.
Si on n'est pas en bio, on est en culture raisonnée. Donc, c'est-à-dire que là, on va reproduire ce que la nature fait, l'accentuer en production. Par exemple, des pucerons, on va y mettre des larves de coccinelle ou des bêtes qui vont pondre dans les œufs des pucerons pour tuer le bébé puceron, mais cette bête-là va faire ses bébés elle-même. On va mettre... Donc on va vraiment encourager, favoriser et démultiplier. En fait, on multiplie ce que la nature fait naturellement. Multiplie ce que la nature fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Les produits phytosanitaires ne sont pas accessibles maintenant. C'est fermé, c'est dans un local fermé. Maintenant, il faut avoir un certificat phytosanitaire pour traiter. C'est plus n'importe qui le fait. Donc, voilà. Ça a été, donc c'est vraiment très encadré. Maintenant, on ne voit plus quelqu'un qui va traiter dans les serres un lundi matin. Ils vont traiter, la personne qui va avoir à traiter va traiter le vendredi soir, quand il n'y aura plus personne pendant 48 heures derrière. D'accord. Donc c'est vraiment une autre démarche quand vraiment il y a à traiter, quoi. Oui, prise de conscience. Voilà. Quand même par rapport à toute cette problématique. Donc, comment participez-vous au quotidien à un mode de vie au moindre impact? Là, vous me l'avez... Là, je pense que on peut pas résumer. Je peux plus réduire mes déchets là. Vous fabriquez des produits de soins, des choses comme ça? Non, par contre, on achète en produits écologiques. Oui, d'accord. J'achète de la vente à domicile, mais des produits français, écologiques. Au niveau de vos transports, vous avez trouvé des solutions, des partenariats, des choses? Le transport, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Avant le Covid, on était chauffeur Blablacar. Oui. Mais bon, depuis le Covid, c'est plus compliqué. Ouais. Là, c'est quand même quelque chose à la campagne que vraiment... On en a parlé, c'est des choses qu'on évoque dans nos réunions éco-citoyens, de voir comment nous pouvons développer en zone rurale. Quand je travaillais à Diemo, j'ai essayé de regarder s'il y avait du covoit possible, mais c'est compliqué. C'est compliqué, oui, parce que si je vais aller chez le docteur, chez le médecin à Bord-Père, j'ai pas forcément envie d'attendre 2 heures, qu'on veut bien me ramener... Et puis on va pas aller au même endroit, et puis... Et puis c'est pareil, moi avec mon travail, je suis censée finir par exemple à 17h, mais on a un problème, je vais finir à 18 ou 18h30. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de... Non, les transports, c'est vraiment un gros souci sur le coin. C'est un souci, oui. Même aller à Bord-Père, à Vienne en transport en commun, on a rendez-vous à 14h, il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué. Vous pensez que c'est une question sur laquelle on devrait vraiment... je pense que là, ça va être une volonté politique. Du département, c'est même plus au niveau de la communauté de communes, là, ça va plus loin. Là. Oui, une volonté politique départementale pour développer au transport. Tu vois, notre gendre qui est franco-suisse, la fois où il est venu de Genève ici en vélo, parce que c'est un fada de sport, il s'est paumé en route, il s'est retrouvé à 22h, il était encore à Chabon. Et on lui a dit, mais la nuit tombe, on va te chercher, quoi. Tu vas te faire renverser sur la route. Non, mais ça craint rien. Si, ça craint. Parce que c'est sûr qu'on n'est pas équipé. Parce qu'on n'a pas de piste cyclable, parce que voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Et lui, ça le choque. Bien sûr. Le pays, il y a une trentaine d'années, aurait dû développer et c'est clair. Et mettre en place... En Suisse, on va partout. Mais il y avait une résistance culturelle et puis un des intérêts. Et puis un lobbying financier, de toute façon. Financier, etc. On le voit bien avec le prix de l'essence. Bien sûr.
Ouais, mais c'est compliqué. Hein, J'avais une question comme ça, je vous la pose quand même. Quelles sont, selon vous, les étapes de la transition écologique pour une famille vivant en milieu rural? Faire son petit jardin déjà. Pas forcément à l'échelle que nous on a, où on a 600 mètres carrés de potager, 1000 mètres carrés de verger. Mais ne serait-ce que déjà ça. Mettre son petit plant de tomates, c'est 2-3 salades, c'est déjà un grand pas. Finalement, on en revient toujours à la question de l'autonomie. Et puis, c'est pareil, les circuits courts, on a bien vu pendant le confinement que ça fonctionnait. Oui. Le confinement était fini, ça a été fini. Les gens sont retournés dans les grandes surfaces. Après, là sur le territoire, il y a parfois d'autres propositions, notamment, je pense par exemple à l'épicerie solidaire à Beaurepaire. Oui, ça c'est quelque chose qui fonctionne. Oui. Est-ce que on pourrait justement se dire, avoir une réflexion autour du fait que l'alimentation, l'activité nourricière, ça nous concerne tous. On a tous besoin de nourrir nos familles. Voilà, c'est une des activités principales de la famille. Hein, déjà, ça a toujours été depuis la préhistoire. Ça a toujours été, se nourrir, trouver des solutions. Et moi, je me dis que, par exemple, le potager solidaire est intéressant. Alors, je ne vais pas comparer les prix toujours. Hein, je ne suis pas très très forte dans ce domaine. Mais je me dis que si on arrive à réduire des coûts pour certaines familles, grâce à l'action de certaines personnes qui viennent bénévolement soutenir, par exemple, l'activité du potager solidaire, ça peut être un modèle économique en soi autour de la nourriture. C'est la réflexion que je me suis faite, en fait. Parce que souvent, dans ces petites épiceries, pour ne pas les nommer, hein, je ne le mettrai pas, mais comme la ferme courtoise, où on va trouver des produits, mais on va trouver des produits qui ne sont pas toujours accessibles aux familles les plus modestes. Oui, c'est le problème. C'est un peu le problème, hein, c'est que, voilà. Oui, mais il y a aussi le fait que les gens ne réfléchissent pas à comment manger. Oui. Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission de... c'est comme Arthur et Jamie. Non, je ne l'ai pas regardé, non. Sur la 3, il y a 15 jours, ça s'appelait Des économies dans l'assiette ou quelque chose comme ça. C'était un jeudi soir. Mercredi ou jeudi soir, je ne sais plus. Et c'est ce qu'ils expliquaient. Il y avait justement une nutritionniste ou quelque chose comme ça qui faisait les courses pour 4 personnes, pour une famille, pour une semaine, avec un budget. Et en fait, en recentrant simplement, les gens allaient mieux manger sans dépenser un centime de plus. En recentrant, au lieu d'aller acheter, par exemple, des tomates à cette époque-là, elle allait acheter un chou-fleur. Des choses comme ça, quoi. Oui. Sur du bon sens, déjà. Juste sur le bon sens. Manger les produits locaux au lieu d'aller manger saison. Au lieu d'aller manger 2 fois du bœuf dans la semaine, qui est une viande qui est très chère et en plus qui n'est pas écologique du tout, elle achetait un peu plus d'œufs. Juste sur des choses comme ça, quoi. Vraiment en faisant attention. Et du coup, réapprendre à cuisiner, quoi. Et réapprendre le bon sens. Que les gens n'ont plus. Et le souci, il est là aussi, quoi. Parce que maintenant, on est à profusion, on a des tomates toute l'année, on a... Et les gens ne se posent plus de questions. Alors après, voilà, il y a aussi la question de la malbouffe, bien sûr, hein, des pizzas surgelées, des choses comme ça, qui coûtent très cher pour manger. Qui coûtent cher. De la merde. Pour manger, voilà, de la merde, ça c'est sûr. Et puis pour, encore une fois, entasser des déchets, quoi. Personnellement, je n'achète jamais. Non plus. Mais quand je vois ce qu'il y a dans les rayons, je me dis,
Bah ça fonctionne. que des gens doivent les acheter. Vraiment, quoi. De toute façon, pour qu'il y ait autant de mauvais produits dans ces grandes surfaces... Quand on voit qu'il y a un rayon de jambon, il y a un rayon que de yaourt... Oui. C'est impressionnant, hein. C'est que des produits à déchets. C'est ça. Ne pensez-vous pas que, justement, les grandes surfaces devraient se... Comment dirais-je, sont responsables des déchets qu'elles émettent et qu'on devrait finalement revenir un peu à la source et leur dire hey, on n'en veut pas de vos déchets. Qu'est-ce que... Parce que quand on réfléchit on pourrait leur rendre courses, hein, moi je vois mon café, il fait 0 déchet. Je vais avec mes boîtes Tupperware chez Francine, pour pas la nommer. Hein. Oui. Elle me met mon café au détail. Elle me met mon café dans mes boîtes. Il n'y a Mm. même pas de sac. Ouais. Je fais mon café et ça va au compost. 0 déchet. Ça coûte rien. Ça, c'est du quotidien. C'est même pas... c'est pas plus compliqué. Au lieu de partir sans boîte, lui demander un sac, le transvaser dans ma boîte, chose que tout le monde fait, parce que le paquet de grande surface, pas grande surface ou ailleurs, bah, il va à la poubelle et puis on peut pas laisser le café dedans. Donc vous partez systématiquement avec vos boîtes? En course? Oui. Bien, bah, le truc, c'est que j'achète tellement peu. Oui. La farine, bah, c'est des sacs. C'est le gros sac à la minoterie. Ouais. En fait, les déchets, on n'en a pas parce que même le sac, il va allumer mon feu après, quoi. Pas de déchets. Donc on n'en a pas. C'est une maison où il n'y a pas de déchets. Presque pas. La poubelle de 80 litres, elle n'est pas pleine au bout de 2 mois. La poubelle de 81 litres. 80 litres. 80 les litres. poubelles normalisées n'est pas pleine au bout de 2 mois pour une famille de... Ben, on est 2 plus les enfants qui passent de temps en temps. Oui. Et même quand j'étais nounou, on avait une 140 litres. Elle était juste pleine au bout de 2 mois. D'accord. En ayant 4 enfants avec des couches... Quoi 4 enfants même... 4 enfants, dont 1 ou 2 qui avaient des couches. Voilà, minimum, plus 1 l'après-midi. Donc on dira 2 qui avaient des couches toute la journée, plus 1 à la sieste, quoi. D'accord. Et je remplissais pas la poubelle. Bon, c'était pas encore l'époque des couches lavables. Ah ça, les couches lavables, j'en veux pas. Ouais. J'ai testé sur une famille, non. Ah oui. Non, franchement, c'est... Pourtant, il y a des gens qui font l'expérience et qui sont plutôt satisfaits. Alors bon, c'est bien. Oui. Mais c'est des contraintes. Des contraintes, beaucoup, oui. Énormes. Non, c'est super pour la planète, pour tout ça, je suis d'accord, mais c'est quand même une énorme contrainte. Parce que là, pour le coup, ça représente une pollution énorme, quoi. Oui, mais c'est pareil, faire attention aux couches qu'on achète. Moi, j'ai interdit... Mon frère a des enfants qui sont petits, j'ai interdit de mettre des pampers aux fesses. C'est les plus toxiques au monde. D'accord. Qu'est-ce qu'elles ont, les pampers? C'est les plus toxiques. Oui. Dans une couche nouveau-né, on met 1 litre d'eau dedans. Avant que ça fuit. Ouais. Pour vous dire ce qu'il y a dedans. Oh. Mon Dieu. Donc ça veut dire vraiment que... démontez-en une pour voir. La et peau puis du vous, bébé puis vous est verrez. en contact. Théo, là, qui a son cousin, c'est la belle-sœur de ma fille. Elle jurait que par Pampers, parce que Pampers c'est bien, machin. Le petit, il est né, depuis qu'il est né, il a les fesses rouges. Ah oui. Ma fille et mon gendre lui ont dit, tu vas changer les couches là. D'accord. Change de marque de couche, puis tu verras. C'est bizarre, ils ont changé, ça va beaucoup mieux. D'accord. Il avait 8 jours, il avait les fesses rouges, ce gamin. J'avoue que je me suis jamais intéressée sur ce qu'il y avait dans une, démonter dans une couche. Par curiosité. Moi, je l'ai vu faire. Hein. Oui. Je l'ai vu au niveau du pôle petite enfance. On avait eu une réunion, une soirée avec des pros couches lavables. D'accord. Ils avaient démonté une couche Pampers. Il y avait une couche Lidl. Et je sais plus quoi. Ouais. Dans la Pampers nouveau-né, elle y a rentré 1 litre. Wow. Pas dans les autres. Impressionnant quand même. Hein.
Ça en dit long, hein. Et elles avaient démonté et mis dans un verre, récupéré et mis dans un verre. Et Pampers, on peut retourner le verre, ça coule pas. D'accord. Ah, ça boit. Ben, y a des billes dedans, il y a des tas de trucs. Donc on va retourner ça à l'environnement, bah dis donc. Bon, ben oui. Non, il y a des bonnes marques écologiques, il y en a plein des marques. Oui, bien sûr. Et même pas forcément écologiques, mais bien moins toxiques. Comment voyez-vous l'avenir, Cécile? L'avenir, je la vois avec nos jeunes qui vont faire bouger les choses. Oui. Parce que les jeunes sont plus sensibles. Plus sensibles. Il n'y a pas que Greta Thunberg qui va faire bouger les choses. Oui. Oui, c'est aussi mon sentiment. Et ben, puis moi, je le vois déjà entre moi, les études que j'ai faites. Puis mon mari aussi, puisqu'on est tous les deux issus de milieu horticole. Et comment notre fils a abordé le côté... lui, c'est pas phytosanitaire, c'est niveau animalier, le côté soigner les poissons. Les choses n'ont pas été abordées du tout pareil. Il y a vraiment une approche... Une approche écologique que nous, on n'avait pas du tout. Ouais. Et je vois ma copine de lycée, on se côtoie toujours, c'est la marraine du dernier. Elle est... Donc on avait le même bac pro, et derrière, elle a fait un BTS phytosanitaire. Ça existait à l'époque. Ouais. Donc, où elle a appris soigner traiter les champs, enfin... on n'est plus du tout au niveau floral, on est plus au niveau grande culture, céréales et tout ça. Et en fait, c'est pour finir vendeur chez Monsanto, hein, en gros. Ou vendeur de phytosanitaire dans une grande surface. Mais elle a fini, elle est directrice d'un botanique maintenant, depuis des années. Et elle dit, vraiment, le phytosanitaire, elle l'a vu évoluer. D'accord. Avant, ils vendaient du produit. Ouais. Maintenant, ils vendent du conseil. D'accord. Du conseil avant le produit. Il y a vraiment une évolution. Les gens se sont mis à réfléchir. Et puis ils vendent des larves de coccinelle, ils vendent des tas de choses que nous, qu'avant c'était impensable. Donc il y a eu aussi une évolution de ce côté-là. Mais finalement, là où certains pays, je pense, plus avancés que nous, depuis 20, 30 ans, 40 ans, peut-être qu'on est en train de commencer à embrayer il y a une prise de conscience sur la même dynamique. C'est un peu dommage qu'elle ait attendu si longtemps, mais bon. Il y a une prise de conscience, et puis même maintenant dans l'agriculture, ça a bougé. Il y a quand même moins de pesticides de balancés, c'est un peu plus raisonné. Il y a quand même une évolution. Acheter la viande à la ferme, c'est courant, c'est plus marginal quand même maintenant. Tout à fait, oui. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution, et nos jeunes iront plus loin. Oui, je crois que de toute façon, encourager les jeunes, les soutenir. Et même notre fils, c'est ce qu'il veut développer au sein de l'entreprise où ils vendent beaucoup en gros. C'est vraiment quelque chose qui l'interpelle, que les gens remangent du bon poisson, que ça soit en vente directe. Il n'y a pas qu'une histoire d'argent. C'est aussi une histoire d'argent, parce que les gens vont acheter moins cher au lieu d'aller acheter à la grande surface, puisqu'il y aura moins d'intermédiaires. Et eux gagneront plus. Mais en plus, c'est direct, c'est plus frais, il y a quand même une grosse différence. Oui, en quelque sorte, on peut dire qu'il y a un peu plus d'éthique, finalement. Petit à petit. Mais on reviendra à ça. On reviendra petit à petit à, effectivement, plus de respect, plus de compréhension et plus de conscience sur les répercussions de nos choix, quoi. Oui. Puis il y a quand même que les humains qui sont aussi débiles pour produire et jeter sans manger, quoi.
incroyable. Quoi, même les humains privilégiés, parce qu'en Afrique, on jette pas, quoi. Oui. En Afrique et en pays sous-développés. En même temps, des fois, ce qu'on produit dans nos cantines scolaires, effectivement, le plateau d'un enfant repart parce que c'est tellement dégueulasse que ça ne peut être que jeté, quoi. Oui. Parce que là aussi, cuisine industrielle, délocalisée, voilà. Enfin, oui, bah nous, je sais que la grande, elle est dans le milieu de la cuisine. Oui. Elle a toujours dit, j'apprendrai la cuisine, mais je travaillerai en collectivité pour que les gens mangent bien. Tellement elle a souffert au collège de ce qu'elle mangeait. Quoi. De ce qu'elle mangeait, oui. Et ça, c'est quelque chose qu'elle se battra toute sa carrière. Ouais. Mais c'est vrai que quand il rentrait du collège, qu'est-ce que vous avez mangé? Bah, je sais pas. Je lui dis, mais attends, entre du bœuf et du poulet, tu sais quand même ce que t'as mangé? Bah non. Ah ouais, d'accord. Il disait, je sais que c'était pas du poisson. Ils en étaient là. Oui, ils en étaient là, oui. Des espèces de plats en sauce indéfinissables, quoi. Souvent, hein. Oui, c'était... Bon, ben merci Cécile pour le partage de ce parcours, voilà, pour tout cet entretien. C'est très enrichissant, c'est très encourageant aussi de voir que des familles sont en route et qu'elles sont prêtes aussi à faire partager leur expérience. Je pense que tout simplement, on en est là aussi. C'est-à-dire que si on se mobilise au plan local pour retrouver le vrai sens des choses, les choix à faire, rien ne vaut de partager les expériences de chacun. Mais il y a comme ça. Voilà. Il y a comme ça, hein, qu'on fera bouger. Oui, et il n'y a que comme ça qu'on peut se réapproprier le pouvoir de consommer, le pouvoir du citoyen. C'est déjà, voilà, comment... qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais consommer, qu'est-ce que je donne à manger à mes enfants. Après, je pense que là, au niveau des politiques, il faudra arriver à faire bouger, puisque les déchets rapportent. Et quand on arrêtera de penser comme ça, on fera bouger les choses. Mais... Oui, ça c'est encore un autre... Et là, ça sera la deuxième étape. Une autre étape. Bon, en tout cas, je vous remercie. Ça sera une étape bien compliquée à passer. Mais... Ouais. Il faudra y aller. Mais le jour où il y en a un qui attaquera... Oui, les autres seront obligés de suivre. Je ne sais pas s'il tiendra longtemps politiquement, celui-là. Bon, merci encore.